Merci d'être venu pour accueillir M. Fidéry. Pour ceux qui le connaissent, d'ailleurs, il y a eu un beau petit reportage à Radio-Canada ce matin où est-ce que j'ai parlé de l'importance de l'abstention. J'ai le droit de dire ça comme ça? Oui. Donc, il est surtout connu, en tout cas, il a écrit un livre qui s'appelle « Démocratie, histoire politique d'un mot », qui a été considéré dans plusieurs critiques comme presque une bible pour les gens qui s'intéressent à la démocratie et même à la science politique. Donc, on a décidé avec le département philosophie et histoire de l'inviter à venir ici, expliquer un peu la thèse de son livre, qui est carrément un peu de la sémantique sur le mot démocratie. Donc, j'étirerai pas plus que ça, on a hâte de l'entendre. Merci. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je vais le faire circuler quand même le bouquin, juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble, si jamais ça vous intéresse. Donc, simplement, au début, deux mots pour vous dire un peu c'est quoi ce que je propose ce soir, avant de commencer. Évidemment, c'est dans un contexte un peu bizarre. J'ai été invité à venir ici, je ne me rappelle plus de temps, en fait, il y a à peu près 8 mois. Bon, après ça, il y a eu du verglas, puis maintenant, ils ont organisé des élections. Donc, c'était pas prévu qu'il y ait des élections pendant ma présentation, mais c'est comme ça. Et donc, évidemment, le contexte se prête bien, j'espère, à une réflexion sur le sens du mot démocratie. Et donc, la démarche que j'ai entreprise, c'est vraiment de retrouver Je recommence. En fait, j'ai commencé à m'intéresser à cette question-là, du sens du mot démocratie, quand je suis tombé sur des travaux d'autres politologues ou des historiens qui avaient fait un travail un peu similaire pour la France ou pour les États-Unis, donc il y avait des études des deux côtés de l'Atlantique, où on retrouvait des textes, des discours en fait de l'époque de ce qu'on appelle la fondation des démocraties modernes. Donc pour du côté des colonies britanniques, c'est la fondation des États-Unis, donc la guerre d'indépendance contre l'Angleterre des colonies britanniques et la fondation des États-Unis avec des personnages comme George Washington, John Adams et d'autres. Donc on est 1776-1780. Et du côté de la France, c'est évidemment la Révolution française 1789 et les années qui suivent jusqu'à Napoléon. Et donc pour les deux cas, en fait, il y a des études qui avaient été faites. Il y a beaucoup de textes évidemment de l'époque qui proposent des anthologies de discours politiques, de manifestes, même des discours qui sont tenus dans les assemblées parlementaires, comme l'Assemblée nationale en France. Et quand on regarde comment le mot démocratie est utilisé à cette époque-là, ce qui est surprenant, c'est que ceux qu'on appelle les pères fondateurs de la démocratie moderne utilisent soit presque jamais le mot démocratie, donc déjà c'est curieux, ou quand ils l'utilisent, en fait, c'est toujours péjoratif. Et c'est jamais leur projet qui est démocratique, ils ne se présentent jamais comme démocrates, ils disent jamais qu'ils veulent fonder la démocratie, et les démocrates ou la démocratie est généralement présentée de façon péjorative. Je vais y revenir dans quelques instants. C'est le chaos, c'est le règne des pauvres, c'est la tyrannie des pauvres, c'est un régime immoral, athée, etc., etc. Et donc, je vais vous expliquer plus en détail un peu comment ça fonctionne dans l'histoire, mais donc mon questionnement, l'énigme que j'essaie de résoudre, ce qui a attiré mon attention, c'est que je me suis dit, c'est quand même curieux, donc on a des régimes qu'on identifie comme les premiers régimes démocratiques. Donc on parle de pères fondateurs de la démocratie, qu'on identifie ces régimes comme étant des exemples de la démocratie moderne, mais que les fondateurs eux-mêmes ne nommaient pas leur propre projet avec le mot démocratie, ou ne s'identifiaient pas les démocraties. Donc je me suis posé la question, alors quand est-ce que le mot démocratie a commencé à être utilisé pour parler de ces régimes par l'élite elle-même? Donc, je ne donne pas la réponse tout de suite, sinon je vais partir. Donc, et vous verrez plus tard dans la discussion, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais qu'on a une énigme encore pire au Canada, dans la mesure où au Canada, évidemment, il n'y a eu ni indépendance ni révolution, que je ne sais pas s'il vous reste de l'argent ou si vous utilisez seulement Visa maintenant, mais en tout cas, si vous utilisez encore de l'argent, vous voyez qu'il y a quand même une reine, c'est notre chef d'État, et donc nous, on est encore dans une monarchie, contrairement aux États-Unis et à la France. Et pas que la France soit en pontifié, et donc on se retrouve avec un régime monarchique qui se nomme démocratie. Donc si on a le temps, on pourra voir aussi pourquoi j'ai fait plus rapidement le même exercice pour le Canada, c'est-à-dire j'ai essayé de voir à partir de quand et pourquoi, en fait c'est la question, c'est pourquoi
à un certain moment, les régimes ont changé de nom dans la bouche même de leurs dirigeants. Donc voici le projet, si ça vous convient. De toute façon, même si ça ne vous convient pas, c'est ça que je vais faire. Donc, évidemment, comme on fait généralement en sciences humaines et sciences sociales en Occident, pour avoir l'air cultivé, la première chose qu'on fait, évidemment, c'est qu'on fait semblant de faire des Grecs, et donc on tourne vers les Grecs, et avec le mot démocratie, c'est pratique, parce que du coup, évidemment, il vient du grec. Et donc, on a un sens premier qui nous permet de réfléchir un peu à qu'est-ce que ça signifie, et en quoi ça se distingue des autres régimes, et comme vous le savez sans doute, les Grecs nous proposent en fait une conception quasi mathématique, en fait une typologie quasi mathématique des choix de régime. Donc le archi ou cratie, c'est le pouvoir, ou le gouvernement, ou le commandement, et donc on peut avoir d'un point de vue mathématique soit une personne qui nous gouverne, soit une minorité, ou soit la majorité. Et dans l'anarchie, on pourrait dire qu'il n'y a personne qui nous gouverne, donc il y a une absence de commandement, donc zéro finalement. Une minorité, puis ici, bon, la majorité. Et donc, le régime qui nous intéresse, nous, c'est, ici, pour la discussion, c'est la démocratie. Et donc, généralement, dans l'histoire occidentale, ce qu'on va dire aussi en sciences politiques, en tout cas, c'est ça qu'on fait, moi, je viens de sciences politiques, on va nous expliquer que, on va vous expliquer que la démocratie, elle est née à Athènes, avant Jésus-Christ, 200-300 ans avant Jésus-Christ, elle est apparue à Athènes, que la démocratie à l'époque elle avait une forme particulière, c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui une démocratie directe, et qu'en démocratie directe, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller à l'Assemblée, si vous êtes un homme adulte, de famille grecque, de parents grecs, vous pouvez aller à l'Assemblée, c'est une assemblée populaire de toute personne qui peut jouer au statut de citoyen, auquel toute personne qui peut jouer au statut de citoyen peut participer. Et vous vous retrouvez avec des assemblées de, bon, selon les archéologues, on peut avoir jusqu'à 6000 personnes assemblées à l'Assemblée et qui prend des décisions, et qui délibère, et qui prend des décisions directement, sans qu'il y ait d'élections, sans qu'il y ait de représentants, sans qu'il y ait de gens qui dirigent le peuple grec à sa place. Et donc, l'histoire nous dit, donc, la démocratie est inventée à Athènes, et puis après ça, on oublie. Et puis, elle est redécouverte donc aux États-Unis, la naissance de la démocratie moderne, ou en France, la naissance de la démocratie moderne aussi. Et donc, on est dans la même histoire, on est dans le même type de régime que Athènes, sauf que maintenant, pour des raisons démographiques et géographiques, parce que la communauté est trop grande, trop nombreuse, sur un territoire trop étendu, on n'a plus de démocratie directe comme à Athènes, c'est une démocratie représentative, vous connaissez l'histoire. Mais c'est la même histoire, en fait. En principe, on nous explique que c'est la même histoire. À Athènes même, à l'époque, il y avait d'autres mots pour désigner les droits politiques ou le pouvoir politique du peuple. Un mot très important qui est oublié aujourd'hui, c'est il manque un E. Iségoria. Iségoria, c'est en fait le droit de chaque citoyen de pouvoir parler à l'Assemblée. À la limite, on disait même que l'iségoria, comme thème, comme concept, comme mot, était une notion plus importante à l'époque que le mot même de démocratie. C'était ce droit, ce privilège que les citoyens avaient de pouvoir s'adresser à l'Assemblée. Et donc, quand on regarde comment fonctionnait la démocratie à Athènes, et quand on regarde comment fonctionne la démocratie aujourd'hui, on peut dire d'une certaine manière que ce qu'on nous raconte en sciences politiques, en tout cas, des fois en histoire, des fois en philosophie, ça dépend, en fait, il y a une longue histoire de la démocratie avec un début, une naissance à Athènes et puis une continuation, une sorte de seconde vague, seconde naissance aux États-Unis, en France et aujourd'hui au Canada. En fait, cette histoire, elle est doublement fausse. Elle est fausse, premièrement, parce que dans ce récit, dans cette histoire, Athènes nous cache en fait une multitude d'expériences humaines, politiques, qui sont tout à fait intéressantes quand on pense à la démocratie.
et qui, si on les connaît un peu, doit nous faire comprendre qu'en fait les Athéniens n'ont pas comme tel inventé la démocratie. Si on entend par démocratie la pratique de s'assembler, de délibérer ensemble des affaires communes, on se réunit, ça peut être formellement ou informellement, et on prend nos décisions ensemble en discutant. Si c'est ça la démocratie, si c'est ça la démocratie comme le vivaient les Athéniens, si c'est ça le principe d'Iségoria, eh bien du coup, il faut admettre, si on lit un peu d'histoire ou d'anthropologie, que la démocratie, non seulement elle n'a pas été inventée à Athènes, mais elle a existé avant Athènes, elle a existé à plusieurs endroits, et en fait c'est presque le mode de fonctionnement le plus courant dans l'histoire de l'humanité. Donc, quelques exemples, évidemment je vais vous faire l'histoire de l'humanité, mais quelques exemples. Donc, premièrement, ici, pas à l'UQTR, ça c'est pas très intéressant, mais avant, en fait, l'arrivée des Européens, ici, les Autochtones, par exemple, le peuple Wendat, fonctionnait, pour ce qu'on en comprend, à peu près comme ça. C'est pas vrai pour l'ensemble des peuples d'Amérique. Quand les Européens arrivent, il y a des peuples d'Amérique qui sont avec des systèmes assez hiérarchiques, avec des chefs, etc., comme en Amérique centrale, par exemple. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les peuples autochtones de la côte est, nord-est, donc ce qu'on va appeler la Nouvelle-France, entre autres, avaient un mode de fonctionnement très démocratique. Si on entend par démocratie le fonctionnement par assemblée, par délibération, si on s'assemble pour délibérer des affaires communes. Et ça nous est confirmé à la fois par des gens qui trouvaient ça, des Européens qui sont arrivés, qui trouvaient ça bien, et d'autres qui trouvaient ça moins bien. Mais qu'ils trouvent ça bien ou pas bien, ils arrivent à la même conclusion, c'est que les Autochtones, ils sont vraiment bizarres, ils sont toujours en train de parler entre eux puis de discuter des affaires du village. C'est un peuple très étrange. Alors que les Français ont l'avantage, ils ont un roi qui prend la décision pour tout le monde et personne ne discute de politique. Et donc, les Wendat, par exemple, on a des citations des Jésuites, le père Brébeuf, donc une source tout à fait fiable. Le père Brébeuf, donc, dans Relation des Jésuites, dit, je le cite au sujet justement de la pratique des assemblées populaires chez les Autochtones, il dit « Il n'y en a quasi point qui ne soit capable d'entretien et ne raisonne fort bien et en bons termes sur les choses dont il a connaissance. » Donc, il dit, il n'y a presque aucun autochtone qu'ils connaissent qui ne sont pas capables d'entretien, c'est-à-dire de discuter, de raisonner fort bien et en bons termes sur les choses dont il a connaissance. Et pourquoi ils ont cette capacité de bien discuter, de débattre et de raisonner, les autochtones, selon le père Brébeuf? Voici la réponse. Ce qui les forme encore dans le discours, ce sont les conseils dans le sens d'assemblée, de réunion, les conseils qu'ils tiennent quasi tous les jours dans les villages, en toute occurrence, c'est-à-dire pour tout sujet, quoique les anciens tiennent le haut bout, dont les anciens ont plus d'influence, et quiconque ce soit de leur jugement que dépendent la décision des affaires, néanmoins s'y trouve qui veut, et chacun a droit d'y donner son avis. Donc, toute personne de la communauté Wendat peut participer aux délibérations. Et donc, parenthèse, parce que là, évidemment, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas vrai, parce que moi, j'ai vu un film avec les Indiens, puis là, il y a un chef avec plein de plumes, et donc, vous êtes encore en train de dire des menteries, etc. Et donc, évidemment, j'ai deux réponses à ça. Premièrement, évidemment, c'est que ce qu'il y a à la télé, c'est pas vrai. Et deuxièmement, c'est que, oui, évidemment, il y a des chefs autochtones, dont chez les peuples Wendat, mais les chefs autochtones, ils n'ont aucun... ils sont appelés chefs ou capitaines, des fois, par les colons français, mais ces chefs n'ont absolument pas la même fonction politique que nos chefs à nous. Les chefs autochtones, dans les communautés Wendat, entre autres, en fait, il y en a plusieurs. Il y a généralement des chefs civils et des chefs militaires, mais ce qui les distingue de nos chefs, c'est qu'ils n'ont aucun pouvoir coercitif. Chez les Wendat, il n'y a pas de police, ce qui est vraiment quelque chose qu'on a de la misère à imaginer à Montréal, en tout cas, je ne sais pas pour vous. Il n'y a pas de prison, ils ne peuvent pas donner d'ordre, les chefs autochtones ne peuvent pas donner d'ordre, de commandement, et en fait, la seule influence qu'ils ont, c'est la parole et l'exemple. Donc, généralement, le chef de guerre, c'est un bon guerrier, éventuellement un bon chasseur, et c'est parce qu'il est considéré comme bon dans le sens compétent, qu'il a une influence. Et donc, on pourrait imaginer, en fait, si on veut faire une comparaison, c'est un peu bizarre, mais que les chefs autochtones, en fait, en tout cas les chefs civils, c'est un peu comme des animateurs communautaires. Grosso modo, ils s'assurent que la communauté va bien,
Quand il y a des conflits, c'est eux qui essayent de résoudre les conflits pour s'assurer que la communauté va bien, etc. Mais ce ne sont pas du tout des chefs comme on l'entend dans nos sociétés. Et pour les jésuites et pour d'autres d'ailleurs, c'est un problème. C'est-à-dire que l'autorité française, par exemple, quand ils font des ententes avec le chef autochtone, celui que les colons pensent être le chef autochtone, ben, un an après, ils réalisent que l'entente ne fonctionne pas, puis ils ne comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que le chef est retourné voir sa communauté, puis il a dit bon, ben finalement, ça va être tant de pots de castor, etc. Puis les autres ont dit ben, t'es malade, c'est vraiment pas une bonne idée. Et donc, il n'a pas la capacité d'imposer sa décision à sa propre communauté. Dernier exemple sur les Autochtones, Pierre Clastre, qui est un anthropologue marxiste libertaire qui est mort en moto, qui a beaucoup travaillé sur cette question de la chefferie dans les communautés autochtones. Lui, par exemple, rappelle l'exemple de Geronimo, donc un chef de guerre célèbre, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc Geronimo a lancé plusieurs guerres contre les troupes des États-Unis. Et après une guerre victorieuse, il a essayé de convaincre ses guerriers de repartir en guerre. Et donc, même si Geronimo est un chef de guerre tout à fait prestigieux, avec une forte éloquence, il a réussi à convaincre 3 guerriers. Donc, ils sont partis à 4, ils ont perdu. Ce qui est évidemment un mode de... Donc, vous voyez, en termes de chef, ça n'a vraiment évidemment aucun rapport avec ce qu'on a ici. Là, la guerre en Afghanistan vient de finir, en tout cas pour le Canada. Il n'y a aucun chef d'État canadien qui est jamais allé faire la guerre en Afghanistan. Au mieux, ils sont allés se faire prendre en photo pour les médias. Mais quand ils déclarent la guerre, quand on déclare la guerre en Occident aujourd'hui, par exemple, nous, c'est la reine d'Angleterre qui est la chef de l'armée canadienne. La reine d'Angleterre ne va pas faire la guerre. Le premier ministre ne va pas faire la guerre non plus. Et ils n'ont pas à convaincre les soldats. Ils donnent un ordre, la chaîne de commandement fonctionne et les soldats partent faire la guerre, puis ils sont tués. Mais les chefs d'État, eux, n'y vont pas. Ce qui est quand même une différence importante, à la fois avec ce que je suis en train de vous parler en termes de chef, mais aussi en termes de la démocratie athénienne telle qu'elle était vécue, puisque, par exemple, l'Assemblée athénienne, quand elle décidait de faire la guerre, c'était, en fait, le peuple athénien, c'était en même temps l'armée athénienne. C'est-à-dire que les citoyens athéniens, c'était aussi ceux qui partaient faire la guerre. Donc, je reviens à cette histoire de nous sommes donc des descendants des Grecs parce que nous vivons en démocratie, donc c'est la même histoire et que c'est les Grecs qui ont inventé la démocratie. Donc, selon les Jésuites et d'autres sources, les Wendat, en fait, n'avaient jamais entendu parler de Platon ni de la Grèce, et donc ils ont inventé la démocratie eux-mêmes. Autre exemple, qui est à peu près inconnu, ça je n'avais vraiment jamais entendu parler avant de faire ma recherche, c'est le Moyen-Âge occidental. Et là, je vais aller assez vite, parce que le temps file, mais le Moyen-Âge occidental, il est généralement imaginé, en tout cas moi je me l'imaginais, comme, en termes politiques, comme un système très hiérarchique avec le roi et le système féodal, des chevaliers qui faisaient la guerre, une princesse quelque part, du dragon, puis les autres ont la lèpre et puis ils meurent dans leur procureur. En fait, je suis tombé, c'est pas moi qui ai fait cette recherche-là, je suis tombé sur des textes, des études sur ce qu'au Moyen-Âge on appelait les communautés d'habitants. Les communautés d'habitants, en fait, avaient un statut juridique, c'était des entités juridiques. Les communautés d'habitants, en fait, il y en avait des milliers. Chaque village avait sa communauté d'habitants. La communauté d'habitants, en fait, c'était les membres du village. Et dans les villages au Moyen-Âge, donc, ça dépend des chiffres, mais disons à peu près 10 ou 12 fois par année, la communauté d'habitants se rassemblait dans une assemblée d'habitants. Et l'Assemblée d'habitants prenait les décisions sur à peu près tout. Parce qu'en fait, au Moyen-Âge, comme vous le savez sans doute, justement, c'est que là, dans ce cas-là, la télé disait à peu près la vérité, c'est qu'effectivement, le roi et les seigneurs, ils faisaient rien, en fait. Ils faisaient la guerre, ils chassaient, ils faisaient des fêtes, puis des fois, ils rendaient la justice, mais la haute justice, la justice criminelle, donc ils n'étaient pas très occupés. Et puis, bon, évidemment, ils pendaient les paysans, les preux qui voulaient chasser des lapins sur leur terre. Mais pour le reste, évidemment, ils demandaient à la population de consacrer un certain nombre de journées de travail pour leur propre profit, donc c'est ce qu'on appelle les corvées. Mais pour le reste, en fait, les seigneurs ne s'occupaient pas de la communauté. Ils ne géraient pas l'école, ils ne géraient pas la santé, ils ne géraient pas, surtout, ce qui est très important, ils ne géraient pas ce qu'on appelait au Moyen-Âge, qui était absolument essentiel, le commun. Le commun, c'est les terres communales. Ça peut être un boisé, ça peut être un champ, ça peut être un étang. Et ça appartient en commun à la communauté.
ne peut pas être vendu en parcelles, c'est vraiment le bien de la communauté. C'est d'autant plus important qu'au Moyen-Âge, les gens ont peu de ressources individuellement, et donc, en commun, ils sont riches, disons, de ressources qui leur permettent, par exemple, le commun, par exemple, si c'est un boisé, ben la communauté peut bûcher du bois pour l'hiver ou pour construire des choses, et ce bois-là, il est commun. L'étang, il est commun, le champ, il est commun, et donc si vous avez 2 vaches, vous n'avez pas besoin d'avoir votre propre champ, vous pouvez envoyer vos vaches avec les vaches des voisins, et vous bénéficiez du commun comme ça. Et donc, les assemblées d'habitants, ils se rassemblent 10-12 fois par année, discutent de comment on gère le commun, est-ce qu'on le gère comme ceci, comme cela, on peut louer des éléments du commun à d'autres villages, on peut faire des deals comme ça. L'assemblée d'habitants, c'est elle qui décide l'embauche de l'enseignant du village, sage-femme, rénovation ou réparation du puits, du pont, de l'église. Ils vont aussi, c'est l'assemblée d'habitants qui va décider s'il faut engager par exemple un berger ou un gardien s'il y a des loups lépreux qui attaquent la princesse, etc. Et donc c'est vraiment l'assemblée d'habitants qui prend les décisions sur la vie commune, à la fois au niveau culturel, économique, politique, même spirituel, parce qu'en fait l'Église, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, à part la sacristie, l'autel, l'Église, le bâtiment de l'Église appartient à la communauté. Donc ça aussi, c'est une autre histoire qui est complètement inconnue, et donc ces assemblées d'habitants, c'était en fait l'Europe se gérait par des communautés et des assemblées d'habitants, en fait, pendant 500-600 ans. Il y avait des assemblées d'habitants avec le système colonial qui ont été mis sur place en Nouvelle-France aussi. En Nouvelle-Angleterre, dans les colonies britanniques, ce qu'on appelle encore aujourd'hui les town hall meetings, les assemblées municipales populaires, qui sont là une fois par année, c'est en fait la trace en fait de ces assemblées d'habitants. Je passe vite parce que je n'ai pas le temps, mais je vous le mentionne quand même. Au Moyen-Âge, il y avait donc ces assemblées d'habitants dans les villages, et puis au Moyen-Âge, il y avait une autre chose qui était très importante pour l'autogestion de la société, c'était les guildes de métiers. Donc chaque métier avait ses guildes, que ce soit les charpentiers, les forgerons, les taverniers, même les prostituées avaient leur guilde. Et c'était d'autant plus important que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le roi ne faisait rien à peu près. Et donc, il n'y avait pas comme tel de ministère du Travail, ou ministère de l'Industrie, ou ministère du Commerce. Et donc, il n'y avait pas de normes du travail, il n'y avait pas d'assurance chômage, il n'y avait pas de retraite, il n'y avait pas de ministère des aînés. Et donc, en fait, c'était les corps de métier eux-mêmes qui s'autogéraient. Qu'est-ce que ça veut dire, s'autogérer dans ce cas-là? Ça veut dire qu'ils décidaient des normes de production, du tarif, des critères d'excellence, de la formation, mais aussi qu'ils géraient un fonds d'aide mutuelle. Donc, ils mettaient de l'argent ensemble si jamais quelqu'un avait une grave maladie, sa boutique passait au feu, pour les veufs, les veuves, les enfants, les orphelins, etc. Fonds d'aide mutuelle, donc c'était géré ensemble. Et ces guildes, en fait, fonctionnaient aussi par assemblée. Et puis, ils géraient aussi d'autres choses, comme les fêtes religieuses, parce que les guildes avaient des patrons, des cérémonies, etc., etc. Donc, on peut dire qu'au Moyen-Âge, si on oublie la haute hiérarchie féodale, les communautés au Moyen-Âge avaient plutôt tendance à fonctionner de manière, ce qu'on appellerait, disons, démocratique, dans le sens d'assemblées populaires où les gens se réunissent pour parler des affaires communes. Et puis, rapidement, si on sort de Trois-Rivières et d'Athènes et du Moyen-Âge, et qu'on va voir ailleurs, là, évidemment, aussi, je ne suis pas spécialiste de l'histoire mondiale, donc il faut faire la Chine, l'Éthiopie, tout ça. L'Égypte, je sais qu'il y a des empires, il y a des systèmes politiques qui étaient hiérarchiques. Ce n'est pas non plus toute l'histoire de l'humanité qui est comme ça. Mais je veux juste attirer votre attention sur un autre exemple qui, je pense, est intéressant. En tout cas, moi, je le trouve intéressant. En Afrique, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'expression l'arbre à palabres ou les palabres, et donc les communautés africaines aussi avaient l'habitude en fait de discuter de leurs affaires dans des assemblées communes de villages, ou s'ils étaient nomades, ça pouvait être des assemblées autour du feu après la journée. Et vous avez un exemple particulièrement intéressant au Nigeria, dans la population qui s'appelle, le groupe ethnique qui s'appelle, le peuple qui s'appelle les Igbo, qui a été documenté par des anthropologues, en particulier au sujet de la guerre des femmes.
Le Nigeria, à l'époque, on est en 1929. Le Nigeria est un colonie protectorat, je ne me rappelle plus le statut administratif exact, mais bref, ce sont les Britanniques qui sont au Nigeria, où il y a la population Igbo. Et en 1929, il y a en fait des dizaines de milliers de femmes qui commencent à converger dans des manifestations vers les centres administratifs britanniques, qui encerclent en fait les bâtiments de l'administration britannique en chantant des chants de guerre, des chants cérémoniaux, en dansant, et qui finalement vont carrément détruire, saccager en fait des centres administratifs britanniques jusqu'à ce que finalement la troupe intervienne, tire dans la foule et tue à peu près une cinquantaine de femmes Igbo. Et donc cet événement a attiré l'attention d'anthropologues qui ont essayé de comprendre ce qui s'était passé chez les femmes Igbo pour qu'elles attaquent comme ça le colonisateur. Et en fait, ce qu'on a réalisé, c'est que dans les communautés Igbo, vous avez donc une assemblée d'habitants, appelons ça une assemblée d'habitants, une assemblée en tout cas populaire, qui est mixte, donc les femmes peuvent y participer aussi, comme les assemblées d'habitants au Moyen-Âge d'ailleurs, il y avait généralement 15 à 20% de femmes selon les procès-verbaux, contrairement à Athènes. Chez les autochtones, ça dépendait des situations. Mais donc, chez les Igbo, vous avez donc l'Assemblée, elle est comme au Moyen-Âge en Europe, elle sert à discuter des affaires communes. Et cela dit, chez les Igbo, vous avez en fait une division du travail, c'est-à-dire que les femmes et les hommes cultivent des terres, mais il y a des terres spécifiquement pour les femmes et des terres spécifiquement pour les hommes, et ce ne sont pas les mêmes semences qui sont cultivées. Les hommes ont monopolisé des semences, disons, plus prestigieuses, plus rentables et qui sont liées à un commerce, disons, à distance. Et les femmes, elles, ont des semences qui produisent des fruits et des légumes qui sont vendus au marché local. Et il y a certains accords entre le commerce féminin et le commerce masculin. Et les hommes ont certaines obligations par rapport au commerce féminin, c'est-à-dire qu'ils doivent respecter cette division du travail. Mais c'est aussi les hommes qui doivent faire le ménage des sentiers qui mènent du village au commerce, par exemple, pour que les femmes puissent s'y rendre plus facilement. Bref, entre autres pour gérer ce commerce féminin, pour discuter d'autres choses, les femmes Igbo, en fait, ont leur propre assemblée. Ça s'appelle les Mikiri. Les Mikiri, ce sont des assemblées non mixtes de femmes qui pouvaient durer de 2 à 3 jours, qui regroupaient en fait toutes les femmes d'un village ou d'un groupe de villages. Comme ça durait 2-3 jours, ça impliquait que les femmes des villages des environs allaient dormir chez leurs consoeurs, concitoyennes, on va dire comme ça. Il y avait des buffets, il y avait des fêtes, de la danse, etc. Et elles discutaient, en fait, elles prenaient des décisions entre elles au sujet de ce qui les concernait elles, donc par exemple leur commerce, le prix des semences, le prix au marché, etc. Si des gens s'étaient mal comportés avec des femmes, si certaines personnes avaient de mauvaises réputations au marché, elles partageaient l'information. Elles partageaient l'information que les hommes, par exemple, n'avaient pas rempli leur rôle de nettoyer le sentier. Et puis le Mikiri était aussi un endroit très pratique entre femmes pour parler des hommes de leur communauté qui avaient des comportements violents envers des femmes. Et donc, elles avaient Et donc, elles pouvaient aussi réagir, en fait, à l'assemblée masculine. Et une anecdote assez intéressante, avant d'arriver à la guerre des femmes, une anecdote assez intéressante qui montre aussi, évidemment, que ces communautés-là, si vous avez des instances démocratiques où vous pouvez discuter, ça veut dire que vous pouvez aussi travailler sur votre propre communauté, travailler sur votre propre société, sur vos propres rapports sociaux et rapports sociaux de sexe, entre autres. Et que donc, évidemment, ces communautés-là, contrairement à ce qu'on pense des fois, ou en tout cas ce que moi je pensais souvent, elles ne sont pas figées dans l'éternité, elles n'ont pas été toujours pareilles. Et donc, on a constaté que, par exemple, à un certain moment, dans certaines régions, l'Assemblée contrôlée par les hommes Igbo a commencé à dire qu'il y avait un problème parce qu'en fait, les femmes Igbo du village avaient trop souvent des amants et que c'était connu et que ça humiliait les hommes Igbo et ils ont décidé qu'il fallait que ça arrête. Et donc, ils ont pris une décision en Assemblée qu'en fait, les femmes Igbo ne pouvaient plus avoir d'amants, qu'elles devaient s'excuser et que les femmes Igbo qui avaient eu des amants devaient en fait offrir comme excuse une chèvre à leur mari légitime. Et donc, qu'est-ce que les femmes Igbo ont fait? Ben, elles ont appelé un Mikiri, elles se sont réunies, et elles ont décidé de quitter le village et de laisser les enfants là avec les hommes et de partir. Donc,
qu'est-ce que les hommes ont fait? Ben, ils ont appelé une assemblée, ils étaient là, et puis ils ont dit, bon, ben, on va peut-être changer d'approche, on va envoyer un délégué qui va dire aux femmes qu'en fait, elles peuvent revenir, qu'on a changé d'idée qu'elles pourraient quand même revenir. Donc, il y a le gars qui part voir le Mikiri des femmes, puis il dit, bon, ben, finalement, on s'est trompé. Et donc, le Mikiri des femmes a reçu cette demande, il a dit, pris la décision, en fait, de revenir si, en fait, les hommes Igbo s'excusaient et leur offraient des chèvres. Et donc, vous voyez comment, en fait, des assemblées comme ça peuvent permettre des rapports de force et des rapports sociaux. Et donc, pour la guerre des femmes, ce qui est arrivé, en fait, c'est que vers 1927-1928, a commencé à circuler une rumeur que les autorités britanniques allaient imposer de nouvelles taxes sur les produits du marché des femmes. Et en fait, les femmes qui ont entendu que les colons britanniques allaient imposer de nouvelles taxes ont appelé des Mikiri pour réagir. Et elles ont en fait réinterprété une tradition, une pratique, un rituel plutôt qu'elles avaient contre les hommes violents, violents contre des femmes, qui en fait s'appelait, c'est un terme un peu bizarre, mais ça s'appelait s'asseoir sur un homme. Quand on apportait l'information au Mikiri qu'il y avait un homme de la communauté qui était violent envers une femme, le Mikiri en fait pouvait décider de réagir collectivement contre cet homme violent. Justement, les femmes se paraient de costumes de guerre, allaient autour de la maison, de la résidence de l'homme violent, entonnaient des chants de guerre, dansaient autour, et si l'homme en fait ne sortait pas pour s'excuser, elle pouvait détruire en fait sa résidence. C'est ce qu'on appelait s'asseoir sur un homme. Et en fait, c'est exactement ce qu'elles ont fait aux Britanniques. Quand elles ont appris en fait que les Britanniques voulaient cibler leur commerce, elles ont réussi à mobiliser des milliers de femmes dans des centaines de Mikiri. Elles se sont rassemblées, elles sont allées s'asseoir sur l'homme britannique. Le seul problème, c'est qu'il était armé d'armes à feu, qu'il a ouvert le feu, et qui finalement, en fait, les Britanniques, en 1929, ce qu'ils ont fait après cette insurrection de femmes, ont renforcé finalement le patriarcat Igbo, qui, comme vous voyez, était plutôt faible, en fait, en interdisant, en fait, les assemblées de femmes, et en créant des fonctions, des postes uniquement pour les hommes au niveau de la discipline, comme des postes de police auxiliaire ou de préfet qui étaient uniquement pour les hommes Igbo. Donc dans cette situation-là, par exemple, on a un cas parfait où le colonisateur européen, par rapport à l'égalité entre les hommes et les femmes, par exemple, c'est lui qui dégrade les relations hommes-femmes dans une société beaucoup plus égalitaire que ce qu'était l'Angleterre à l'époque. Bref, j'ai essayé de vous montrer avec ces quelques exemples que la pratique de la démocratie entendue comme s'assembler pour délibérer des affaires communes, c'est quelque chose qui est beaucoup plus largement répandu qu'on pense, que c'est pas nécessairement lié à la Grèce antique, c'est pas pour, avec tout le respect que j'ai pour Athènes, c'est pas une attaque contre Athènes, mais que nous, en fait, comme universitaires, ça fait partie de notre capital culturel de parler d'Athènes, ça fait chic, mais qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la société, dans l'humanité, et que même ici, ou en Afrique, ou ailleurs, au Moyen-Âge, l'humanité, les sociétés, en fait, ont tendance, quand elles le peuvent, à fonctionner de manière démocratique, entendu comme le droit des gens de s'assembler pour parler des choses communes ensemble. Donc, cette idée que notre démocratie est la suite de la démocratie athénienne, elle est fausse d'un point de vue, je dirais, de l'histoire, dans la mesure où, premièrement, la démocratie n'a pas été inventée à Athènes, elle existe ailleurs. On peut dire que c'est un trésor de l'humanité que l'humanité en partage. Et puis, surtout, c'est qu'en fait, cette histoire, elle est vraiment bizarre parce qu'en fait, il ne reste plus rien de Athènes à part le nom. C'est-à-dire que, comme vous le savez sans doute, la démocratie athénienne, elle est vaincue. Après ça, il y a l'Empire romain. Après ça, il y a le Moyen-Âge, où le Moyen-Âge a ses pratiques démocratiques qui ne sont pas reconnues comme telles par l'histoire ou la philosophie ou la science politique. Et après ça, il y a la Renaissance. Et après ça, il y a ce qu'on appelle la fondation de la démocratie, qui est en fait le deuxième mensonge sur cette histoire. Parce que, et j'arrive bientôt à mon histoire du mot,
Parce que, en fait, vous vous en êtes sans doute rendu compte, ce qu'on appelle la démocratie aujourd'hui, en fait, n'est pas une démocratie, puisqu'en fait, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas d'instance où on peut s'assembler pour décider des affaires communes. En fait, la démocratie qu'on a aujourd'hui, ce qu'on appelle la démocratie aujourd'hui, c'est un système où on vote pour élire des gens qui, eux et elles, vont être dans une assemblée. Dans le cas du Québec, c'est 125 personnes qui sont dans une assemblée nationale qui discutent des affaires communes. Et vous, si vous n'êtes pas élu, au mieux, vous pouvez y aller comme touriste, il y a la galerie des visiteurs, là, mais vous ne pouvez pas commencer à dire « Ah, moi je propose que ceci ou cela, vous ne pouvez pas faire ça. » C'est 125 personnes qui peuvent discuter dans l'assemblée délibérative, et nous, le mieux qu'on peut faire, c'est voter pour des gens qui pourraient éventuellement s'y retrouver. Donc c'est un système qui n'a absolument aucun rapport avec Athènes, ni avec le Mikiri, ni avec les Wendat, ni avec le Moyen-Âge. C'est un système qui n'a aucun rapport avec la démocratie, mais que, donc, on a fini par nommer démocratie, et j'arrive au cœur de mon sujet, ça fait déjà 40 minutes que je parle. Et donc, comment ça se fait qu'on appelle ça une démocratie? On n'est pas pressé. Oui, mais quand même. Donc, je reviens à mon point de départ, malheureusement, qui est ce constat que donc, les pères fondateurs n'utilisaient pas le mot démocratie pour parler de ce qu'ils ont fondé. Donc, là, je ne vais pas vous les citer toutes parce que dans le bouquin, j'ai comme 350 citations, à peu près, c'est un peu fastidieux, mais elles reviennent toutes au même. Finalement, c'est simplement pour essayer de vous montrer que j'en ai fait plein, là, mais... donc, John Adams. John Adams, je vous prends un exemple comme ça. John Adams, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est ceux qu'on appelait les patriotes. Les patriotes, c'était les révolutionnaires. Il est un des patriotes influents de la guerre d'indépendance. Il va devenir le vice-président du premier président des États-Unis, qui est George Washington. Et puis après ça, John Adams lui-même va devenir le deuxième président des États-Unis, donc une personnalité influente et importante. Il dit, donc comme je vous dis, il y a plein de citations de ce type-là, à la fois en France et aux États-Unis. Il dit des choses sur la démocratie qu'on ne pourrait jamais imaginer aujourd'hui être dites par un président des États-Unis ou un premier ministre du Canada ou un président français. Il dit « J'ai toujours été pour une république libre, mais non pour une démocratie, parce qu'une démocratie, c'est un gouvernement arbitraire, tyrannique, sanglant, cruel et intolérable. » Et donc, comme je vous dis, vous avez une multitude de citations de ce type quand il parle de démocratie. Parce que, comme je l'ai dit, au moment de la guerre d'indépendance et aux États-Unis de la Révolution en France, en fait, le mot démocratie est très rarement utilisé. Et donc, là, je vais faire quelque chose de très simplifié. Donc, vous m'en excuserez, je sais pas si les gens sont dans le soir dans la salle. S'il y en a, je ne veux pas le savoir, je tourne mon dos. Donc, c'est ultra simplifié, donc vous m'en excuserez, mais c'est pas que le dessin est simple, mais l'idée ou même est très simplifiée. Le dessin, si vous ne portez pas attention au dessin, c'est pas terrible. Donc, en Occident, sur 300-400 ans, ce que vous avez en fait, dans à peu près tous les contextes, vous avez en fait, à la sortie du Moyen-Âge, une lutte entre différentes institutions et différentes forces politiques pour retravailler en fait les rapports de force au fur et à mesure que l'État moderne se constitue. Et donc, évidemment, on commence avec un pouvoir monarchique, c'est le pouvoir, c'est les couronnes qui ont le pouvoir, et à la sortie du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, au début de la pré-modernité, comme vous le savez sans doute, c'est à ce moment-là que l'État moderne va commencer à se mettre en place, en parallèle avec en fait un discours tout à fait important pour la philosophie politique et pour l'histoire politique, qui est l'idée de monarchie absolue. Monarchie absolue, le souverain est la seule puissance du royaume, donc il n'est pas soumis à la puissance du pape, par exemple,
et même en fait dans certains discours, il est lui-même choisi par Dieu. Au fil des siècles, il va commencer par, malheureusement pour lui, à être rentré de plus en plus régulièrement en conflit, dans des conflits de plus en plus violents avec les parlementaires. Les parlements, en fait, ils ont été créés par le roi. Ça n'a absolument rien à voir avec la démocratie. Ils sont créés en Europe, les parlements, vers le XIIIe siècle. En Russie, c'est la Douma. En Espagne, c'est le roi d'Espagne crée les Cortes. En France, c'est pas exactement la même chose, ça s'appelle les États généraux. En Angleterre, ce qui est bien connu, c'est les Commons, la Chambre des communes, et la Chambre des Lords. Vous en avez ailleurs aussi, en Allemagne, je ne sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, bref, Diet, je pense. Et donc, vous avez donc des parlements qui sont créés au Moyen-Âge par les couronnes. Pourquoi est-ce que les couronnes créent des parlements? Pour lever les impôts. Dans la mesure où au Moyen-Âge, en fait, les rois n'ont aucune connaissance et n'ont aucun moyen d'avoir des connaissances de leur population et des ressources, puisqu'il n'y a pas d'acte de naissance, il n'y a pas de registre, il n'y a pas de statistiques, ils n'ont aucune idée combien ils ont de personnes. Au Moyen-Âge, il y a un débat tout à fait farfelu entre Paris et Londres, où les deux villes prétendent être la plus populeuse parce que c'est bien plus cool, puis il y a des trucs au Moyen-Âge, genre les Londoniens disent « Ah, nous on est 20 millions », là, les Parisiens disent « Non, nous on est 50 millions », puis en fait les historiens disent « Bon, ben ils étaient comme 12 000, quoi. » Donc ils ont juste comme aucune idée. Et c'est normal qu'ils n'ont aucune idée, ils ont simplement juste pas ils n'ont pas les données. Ils ont pas, quand un enfant vient au monde, au Moyen-Âge, il n'y a pas de registre des naissances national. Et de toute façon, les administrations, je vous ai dit tout à l'heure que l'administration des rois, l'administration, c'est-à-dire son corps administratif, il est microscopique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de ministère de la Santé, pas de ministère de l'Éducation, pas de ministère des Communications, pas de ministère de... Il y a à peu près rien. Il n'y a à peu près pas de fonctionnaires, pas de bureaucrates, etc. Mais le roi, comme il fait la guerre et des fêtes, il a besoin d'argent. Il a des domaines, il a ses domaines royaux, mais bon, au fil du temps, il a des moments où il gère moins bien son truc, et donc, vers le XVe siècle, donc, les couronnes vont créer des parlements pour les aider à lever les impôts, parce que justement, dans le système féodal, ce qui est bien, c'est que plus vous descendez dans la hiérarchie du système féodal, plus vous arrivez près des gens, et là, vous savez combien il y a de poulets et de vaches et de personnes qui peuvent aller faire la guerre, etc., et comment vous pouvez extraire de l'argent et des ressources à votre population. Donc, le roi, en fait, a besoin de ses vassaux pour avoir une capacité de captation de ressources de sa population et de son territoire. Et c'est pour ça qu'il crée les parlements qui n'ont rien à voir avec les parlements d'aujourd'hui. Ils ne siègent pas de manière régulière, ils ne votent pas les lois. C'est un lieu où le roi convoque les grands seigneurs et leur dit « Je suis cassé ». Et au fil du siècle, en fait, ce que les grands seigneurs vont comprendre, ils vont dire « Ah, ben, il veut qu'on l'aide à lever des fonds. » Ben, c'est cool, on va faire ça, mais on va en profiter. À chaque fois qu'on va les voir, on va lui demander en fait des droits, on va lui demander des privilèges, etc. Et c'est au fil de ces rencontres que vous avez des revendications comme l'habeas corpus et un certain nombre de droits fondamentaux. En Angleterre, c'est assez connu. Plus la situation va se tendre, plus vous allez carrément avoir des situations de guerre civile, comme en Angleterre au XVIIe siècle, comme vous le savez sans doute. La guerre civile, c'est le Parlement contre la couronne, c'est les Anglais qui décapitent le premier roi, Charles Ier, et les parlementaires instaurent une république, c'est la république de Cromwell qui va durer quelques années avant la restauration de la monarchie. Et ça, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est le Parlement contre la couronne. Pendant la Révolution française en 1789, vous le savez sans doute, c'est le roi convoque les États généraux en 1789. Ça fait des dizaines d'années que les États généraux n'ont pas été convoqués parce qu'il est sur le bord de la faillite. Et à Paris, cette convocation va créer une occasion révolutionnaire. Dans les colonies britanniques, au sud, ici, c'est un système colonial, c'est un peu différent, mais même dans les systèmes coloniaux, britanniques, vous aviez des assemblées coloniales. Donc, John Adams et les autres, ils sont déjà des députés au sens qu'on entend aujourd'hui. C'est-à-dire, ce sont déjà des parlementaires, ce sont des gens qui siègent dans des assemblées coloniales, mais qui veulent, dans le cas de la colonie, plus de pouvoir. Et si vous vous rappelez bien, le slogan de la guerre d'indépendance américaine, c'est « No taxation without representation ». Donc, c'est exactement cet enjeu-là. Les assemblées coloniales dans les colonies britanniques
ne veulent plus que la couronne britannique puisse capter de l'argent sans qu'en fait, il y ait des représentants qui soient aussi à Westminster dans le Parlement anglais. Je sais que vous demandez c'est quoi l'autre bébite qui est en bas. Je t'en viens. Et donc, parce que c'est une bébite. Peut-être que vous ne saviez pas, mais en fait. Et donc, dans ces rivalités, ce qu'il faut constater, c'est qu'évidemment, on revient à l'exemple de Geronimo tout à l'heure, les chefs en Occident, ils ont un problème quand il y a des guerres civiles, c'est qu'ils ne sont pas beaucoup. Donc le roi, il est un. Et le Parlement, ils sont une petite clique. Donc, évidemment, vous me direz, faire une guerre civile, ils pourraient juste, on pourrait les mettre dans une arène, ils pourraient s'entretuer, c'est très cool. Mais en fait, ils ont tendance à aller chercher les gens en bas dans le peuple. Et le peuple, en fait, il va se retrouver dans les armées du roi ou dans les armées du Parlement. Mais lorsqu'il y a des conflits entre le Parlement et le roi, systématiquement, en Belgique, en Suisse, en Hollande, en France, en Amérique pendant la guerre d'indépendance, il va y avoir en fait ce qu'on va appeler pour la communauté des mouvements populaires. Des mouvements populaires, en fait, qui sont beaucoup plus radicaux dans leurs revendications que les parlementaires, qui demandent en fait une plus grande égalité politique, une plus grande possibilité de participer aux décisions et qui demandent une plus grande égalité économique. J'arrive au mot démocratie, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas oublié. Et donc, on se retrouve en fait dans la guerre d'indépendance américaine et dans la Révolution française avec en fait un combat entre l'élite qui utilise à ses fins des mouvements populaires, mais qui se sont aussi menacés par les mouvements populaires. Alors, dans ce scénario, ce qui se passe, si on revient à la question du mot démocratie, comment il est utilisé à l'époque, c'est assez simple. Les monarchistes, les loyalistes, appelez-les comme vous voulez, évidemment, eux disent qu'ils ne sont pas démocrates, donc on peut dire que c'est logique, et ils vont accuser en fait les parlementaires d'être des démocrates. Démocrate, ce qui veut dire en fait être pour les pauvres, cruels, tyranniques, sanglants, chaotiques, etc. Les parlementaires disent, ben non, on n'est vraiment pas démocrates, c'est une insulte. Et les démocrates, c'est eux, en fait. C'est les mouvements populaires qu'on voit qui se promènent dans la rue avec des têtes sur les pieds, qui boivent de l'alcool, il y a des femmes qui fument le tabac, etc. C'est n'importe quoi. Et c'est ça la démocratie. Et en fait, la couronne et les parlementaires sont là-dessus d'accord qu'il faut en fait freiner en fait, les élans démocratiques qui trouvent une brèche en fait dans la société ou dans l'espace politique au moment du conflit des guerres civiles. Les parlementaires, je vous fais l'histoire rapide parce que vous la connaissez déjà, ils vont aussi être à la recherche d'un principe de légitimité. Il faut qu'ils trouvent en fait un principe de légitimité face au roi. Et le principe de souveraineté, le principe de légitimité, vous le connaissez évidemment, c'est la représentation de la souveraineté populaire. Les parlementaires, alors que l'institution elle-même a été créée au Moyen-Âge sans aucune prétention de représenter à la représentativité ou sans aucune référence de la souveraineté ou sans aucune référence à la démocratie, au fil des siècles, les parlementaires en fait vont trouver comme principe de légitimité cette idée rhétorique absolument extraordinaire où ils disent en fait « nous sommes les représentants du peuple » et vous avez même des citations que vous connaissez peut-être en Angleterre et en France et ailleurs où les parlementaires vont dire « quand nous sommes réunis, les parlementaires, c'est la nation qui est réunie. Quand nous parlons, c'est la nation qui parle. » C'est une sorte de fétichisme, c'est un fétichisme quoi, c'est comme les chamans disent voici, ça c'est le totem de mon grand-père, quand il est là, c'est mon grand-père, et quand il écrit, c'est mon grand-père qui écrit. Bon, ça c'est du fétichisme, right? C'est le fétiche, c'est qu'on pense que l'être est dans l'objet. Ben là, évidemment, et qu'il parle, il peut parler à travers l'objet, le grand-père peut parler. Les parlementaires, c'est un principe de fétichisme politique standard. Ils disent, nous parlons, c'est pas nous qui parlons, c'est la nation qui parle. C'est pas nous qui sommes réunis, c'est la nation qui est réunie. Quelque chose de tout à fait particulier. Ce qui fait que la nation peut parler d'une seule voix aussi, c'est un truc aussi bizarre. Mais ils ne sont toujours pas dans l'idée de démocratie parce que la démocratie représente toujours un problème. Cela dit, c'est tout à fait normal pour plusieurs raisons qu'ils considèrent que la démocratie est un problème. Je vais vous donner 2-3 explications, c'est pas très sophistiqué. Premièrement, parce qu'en fait, les parlementaires, ce sont des membres de l'élite culturelle
ils sont généralement des juristes. Ils ont généralement une formation de juristes, la grande majorité. Aujourd'hui aussi, d'ailleurs, les parlementaires sont généralement des avocats. Et les juristes, ou en tout cas les membres de l'élite culturelle, intellectuelle et politique au XVIIIe siècle, ils ont généralement suivi des cours avec des tuteurs ou à l'école de grec ancien et de latin. Ils ont une éducation classique, ils ont une éducation gréco-romaine, pourrait-on dire. Ils ont lu Thucydide, ils ont lu Cicéron, ils ont lu Aristote. Et donc, quand ils parlent des régimes, ils les pensent en termes grecs. C'est ça qu'ils ont comme dans leur tête. C'est l'éducation qu'ils ont eue, c'est l'histoire gréco-romaine. Et quand ils disent « nous ne voulons pas de démocratie », ce qu'ils disent, c'est « nous ne voulons pas fonder un nouveau régime athénien ». Quand vous lisez John Adams ou Washington ou les Français aussi, leur modèle, ce n'est pas Athènes. Leur modèle, c'est Rome. Des fois Sparte, mais c'est Rome, en fait, le modèle. Et chez les Américains, c'est clair, vous avez le Sénat, vous avez le Capitole, vous avez l'aigle de la République, c'est des symboles qui reprennent à Rome. C'est une reprise directe, consciente. Ils disent « nous sommes les nouveaux Romains ». Et donc, ce qu'ils veulent fonder au fil des joutes rhétoriques, c'est quelque chose qui n'existe pas ici, c'est une république. Donc c'est une autre sorte de régime, c'est une république, mais surtout pas une démocratie. Pour eux, Athènes est un problème. Et donc il y a cette explication très simple, c'est-à-dire qu'ils savent le sens du mot et ils savent qu'est-ce qu'était la démocratie à Athènes. Donc quand ils disent « on ne veut pas fonder de démocratie », ils savent de quoi ils parlent. Ils savent exactement ce qu'ils ne veulent pas et ils le disent, ils expliquent pourquoi. Ils disent « ben nous, on a lu les livres et puis la démocratie, c'est pas bien ». La preuve, l'Assemblée du peuple d'Athènes, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a tué, par exemple, Socrate, elle a condamné Socrate à mort, etc., etc. Et donc, ils ont plein de raisons pour ne pas vouloir être comme les Athéniens. Et puis, je vous dirais, comme d'un point de vue de sciences politiques, disons, il y a une autre raison pourquoi les parlementaires ne veulent pas de démocratie, parce que s'il y a une démocratie, ils ne servent plus à rien, en fait. Et donc, les parlementaires, ils veulent le pouvoir pour le Parlement. C'est ça la lutte qu'ils mènent avec le roi, c'est qu'ils veulent en fait attirer tous les pouvoirs du roi entre leurs mains. Et vous savez l'histoire, de toute façon, au fil des siècles, même les régimes qui vont garder des monarques, comme le Canada par exemple, vont en fait complètement vider la couronne de ses pouvoirs réels. Au Canada, c'est complètement le Parlement et surtout son corps exécutif, le gouvernement, qui a le pouvoir au Canada, qui a le pouvoir politique. La monarchie a complètement perdu son pouvoir réel. Et dans le cas de la Révolution française, c'est un peu le même jeu qui se joue, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale, elle veut récupérer tous les pouvoirs du roi, pas pour les donner au peuple, pour les garder dans ses mains. Et donc, c'est pour ces raisons que ce ne sont pas des démocraties, qu'ils ne parlent pas de démocratie. Et à l'époque, donc, les mouvements populaires sont conscients qu'ils sont en train de se faire berner. Par exemple, je cite un journal révolutionnaire français qui est proche des mouvements populaires, ça s'appelle le journal de la bouche de fer. Il dit « À l'aristocratie héréditaire », donc il s'adresse au lecteur, « À l'aristocratie héréditaire, ne vous apercevez-vous pas que vous avez substitué l'aristocratie élective ?» L'aristocratie élective, c'est quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé, mais j'y arrive maintenant. L'aristocratie élective, c'est un concept, peut-être vous en avez déjà entendu parler, je ne sais pas, moi j'en avais pas vraiment entendu parler avant de commencer cette recherche. L'aristocratie élective, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment, en tout cas moi je ne connais pas vraiment, mais que si on cherche un peu, en fait on retrouve un peu partout chez les philosophes. Chez Spinoza, chez Montesquieu, chez Jean-Jacques Rousseau, ils disent que ils disent qu'un parlement élu, si vous avez des élus, si vous élisez quelques personnes, ce que vous mettez en place, le processus que vous initiez et la logique de l'élection, c'est en fait une aristocratie. C'est une minorité de gens qui vont gouverner, mais il y a deux formes d'aristocratie. Il y a l'aristocratie la plus connue, qui est l'aristocratie héréditaire, donc généralement de père en fils, c'est par le sang, avec une petite clique qui gouverne, mais vous pouvez décider que ce n'est pas par le sang, qu'il va y avoir des élections et que vous élisez des gens qui vont vous gouverner, et dans ce cas-là, c'est une aristocratie élective, et Spinoza, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau et d'autres nomment spécifiquement ce concept et dit l'élection est un principe qui est totalement antinomique de la démocratie,
c'est un principe aristocratique. L'élection laisse entendre que dans la communauté, il y a des gens meilleurs que d'autres pour prendre des décisions politiques et qu'à travers les élections, on va aller prendre les meilleurs et on va les mettre dans une instance où ils vont prendre des décisions pour les autres. Et donc, ce que vous avez, ce qui est créé à ce moment-là, au moment de la guerre d'indépendance américaine et de la Révolution française, c'est ce que Spinoza, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau appelleraient une aristocratie élective. Et c'est exactement ce que dit la citation que je viens de vous lire du journal La Bouche de Fer en 1790, donc dans les mois après la Révolution française. Donc, à l'aristocratie héréditaire, ne vous apercevez-vous pas que vous avez substitué l'aristocratie élective. Donc, les mouvements populaires sont conscients que ce qui est en train de se mettre en place, c'est une aristocratie élective. Et puis, dans le cas de la France, vous avez aussi cette élite parlementaire qui est en train de gagner, qui va en fait, à certains moments, tenter de juguler la volonté, le désir, en fait, du peuple de se réunir et de s'assembler pour discuter des affaires communes. Deux exemples très rapides. Les femmes, en France, le rapport Hamar, le rapport Hamar. Donc, l'Assemblée nationale, en France, met sur pied un comité qui est présidé par Hamar, c'est pour ça qu'on appelle ça le rapport Hamar, qui doit répondre à deux questions. La première question, c'est: les femmes peuvent-elles exercer des droits politiques et prendre part une part active aux affaires du gouvernement? Première question. Deuxième question, qui est plus intéressante pour nous encore: les femmes peuvent-elles délibérer réunies en association politique ou société populaire? Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir des Mickey à Paris? Donc là, soyez-vous bien. Les hommes français, donc, ont répondu à ces deux questions comme ceci. Sur ces deux questions, le comité s'est décidé par la négative. Et donc, interdiction des clubs féminins, car les fonctions privées auxquelles sont destinées les femmes par la nature même tiennent à l'ordre général de la société. Donc, je vous passe les détails parce que les femmes avaient aussi demandé le droit de porter les armes. Ça, il n'y a pas eu de comité, là, ils ont juste dit non. On comprend, c'est un peu dangereux, là. En fait, je vais vous dire exactement ce que le corps législatif a répondu. La pétition de 300 femmes d'avoir le droit de porter des armes, le corps législatif accordant un sourire à leur enthousiasme, toutefois en leur faisant entendre que leur place était au foyer. Et puis, mais sur la question des assemblées de femmes, je pense que c'est tout à fait intéressant pour nous dans la discussion qu'on a ici, parce qu'en fait, vous avez une assemblée de parlementaires républicains, évidemment juste des hommes, qui sont face à une société où, en fait, il y a plein de réunions populaires, c'est une période révolutionnaire, et il y a des clubs de femmes, des sociétés de femmes, c'est-à-dire des groupes de femmes qui se réunissent pour parler de politique. Et face à cette situation, les parlementaires français prennent une décision qui vise spécifiquement les femmes en disant « des assemblées de femmes, c'est terminé ». Donc là, vous êtes vraiment dans un rapport antidémocratique, c'est-à-dire qu'on attaque la démocratie sous le prétexte sous un prétexte sexiste, en fait. Et puis après ça, au cas où les femmes n'avaient pas bien compris, en 1794, il va y avoir un autre règlement qui va interdire en fait les regroupements de 5 femmes et plus dans l'espace public sous peine d'emprisonnement. Ça, c'est un cas. Vous avez l'autre cas qui est assez connu aussi, vous le trouvez sur Internet. C'est la loi Le Chapelier, c'est le nom du titre qui a fait la loi. La loi Le Chapelier, ça c'est pendant la Révolution française aussi, c'est une loi qui interdit les guildes. Donc les associations de professionnels dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est fini, il n'y en a plus. Plus le droit. Et donc si vous allez lire la loi Le Chapelier, il y a plusieurs articles, et dans les articles c'est dit un corps de métier n'a plus le droit de s'assembler pour délibérer au sujet du salaire, au sujet du prix, au sujet de l'emploi. Bref, ils enlèvent en fait la possibilité au corps de travail de se réunir, de délibérer, de discuter des affaires publiques pour s'entendre, évidemment, dans un esprit syndical pour avoir des bonnes conditions de travail. Donc, vous voyez que ce n'est pas simplement une question d'interprétation, une question de mots, mais c'est réellement une question de rapport de force avec des reconfigurations, à savoir qui va pouvoir participer à des discussions, qui va pouvoir prendre des décisions, comment les décisions vont être prises et par qui. Maintenant, je vais accélérer quand même.
Donc, j'arrive au punch qui est pourquoi ils ont changé de nom. Donc là, en fait, ce qu'on pourrait penser, si on a un esprit un peu pragmatique, on pourrait dire ah ouais, mais il y a vraiment dû avoir un moment où il y a eu une telle transformation dans le système politique qu'en fait, là, ils ont dit il faut changer de nom. Maintenant, c'est devenu une démocratie parce que vraiment, on a tellement changé le système que vraiment, maintenant, c'est le peuple qui gouverne. Donc, on va appeler ça une démocratie. Et donc, pour savoir si ça c'est vrai, on essaie de retrouver quand est-ce qu'en fait l'élite politique a commencé à dire que le régime était démocratique et à se présenter comme démocrate. Et la situation commence, en fait là il y aurait plein de détails et nuances à faire au début du 19e siècle, mais je vais vous le faire plus rapidement. Désolé, les détails, il faudra que vous les trouviez vous-même. Donc, au début du 19e siècle, il commence à avoir des petits jeux de langage au niveau de la démocratie. Il y a des groupes qui commencent à changer, à utiliser le mot un peu, ils se font réprimer, etc. Bref, il y a une sorte de flottement un peu autour du mot aux États-Unis, et puis aussi un peu en France, où on va commencer à avoir une conception du mot démocratie, une définition du mot démocratie qui représente plus la société, une société égalitaire qu'une société démocratique, pas seulement le régime. Mais disons que le vrai renversement de sens a lieu en 1828 avec Andrew Jackson. En 1824, il y a une élection présidentielle aux États-Unis, dont vous vous rappelez certainement, où il y a 5 candidats importants, dont Andrew Jackson, qui est un ancien colonel de l'armée américaine, qui est glorieux, entre autres parce qu'il a massacré des Autochtones. Et il se présente, et en fait, les 4-5 candidats importants à ce moment-là, dans cette élection, se présentent comme des amis de la République, ce sont des républicains, ils considèrent que les États-Unis sont une grande république, etc. Et Andrew Jackson est battu, 1824. Alors, il se dit, comment je peux faire pour, à la prochaine élection, me distinguer des autres et vraiment me distinguer des autres et montrer que j'ai une position originale et avoir l'air différent. Alors, il propose une charte sur les femmes voilées. Non, c'est pas ça. Alors, il se dit, ben en fait, je vais dire que je suis démocrate. Il va dire que je vais aller devant l'électorat et je vais dire à l'électorat des États-Unis, moi, je suis un démocrate. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis pour les petits travailleurs, les petits salariés de la côte est américaine, dans les grands ports comme Boston, les villes qui commencent à être industrialisées ou pré-industrialisées comme Philadelphie, etc., etc. Il dit, moi je suis près du peuple, je suis près du peuple, je défends vos intérêts, et je suis aussi près du peuple des petits fermiers du Midwest, qui commencent à être de plus en plus importants. C'est des petits fermiers, ils ont un esprit indépendant, c'est des travailleurs autonomes, etc., etc. Et il dit, vous êtes le peuple, contre qui? Contre l'aristocratie financière des grandes villes portuaires et industrielles, donc contre le milieu des affaires, en fait, qui écrase le peuple, et contre l'aristocratie politique qui contrôle Washington, et qui n'est pas à l'écoute du vrai peuple, le vrai monde, dirait Mario Dumont. Et donc, Andrew Jackson dit, moi je suis un démocrate, je suis à l'écoute du peuple, je suis l'homme du peuple, je suis démocrate, votez pour la démocratie, votez pour moi. Il gagne. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu la façon dont je vous ai présenté ça, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, il n'y a aucune modification du système politique. Il n'y a rien qui a changé dans le système politique. C'est le même processus de prise de décision. C'est une élection, il y a un président, le président va prendre une décision, il va nommer des secrétaires d'État, il va avoir un secrétaire d'État de la guerre, il va avoir Washington, etc., etc. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a aucune modification constitutionnelle, aucune modification organisationnelle, aucune modification du processus de prise de décision. Dans ce cas-là, il n'y a même pas eu d'élargissement du suffrage. Dans le cas de la France, c'est un peu différent. Il n'y a pas plus de gens qui peuvent voter. C'est simplement qu'il y a un type qui a dit, dans une approche populiste, il dit « Moi, je suis l'homme du peuple, je suis démocrate ». Ça va fonctionner très bien. Voici, ça répète exactement ce que je viens de dire, mais par exemple, des journaux à l'époque vont dire « La cause de Jackson est la cause de la démocratie et du peuple contre une aristocratie corrompue, etc. etc. » C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui du marketing politique, un nouveau branding, un nouveau label. Et tout de suite,
Dans les années qui suivent, dans les années 30, ça va s'accélérer très rapidement. En fait, les autres politiciens vont se dire, purée, ce mot-là, -là, c'est de l'or. En fait, il faut en fait que nous aussi, on se présente comme démocrates. Et là, rapidement, vous allez avoir une bataille pour qui a le droit de se dire démocrate. Et je vous cite par exemple, et donc à l'époque même, c'est pas mon analyse, c'est à l'époque même, les observateurs et les acteurs de ce conflit politique autour du mot démocrate et démocratie sont tout à fait conscients qu'il y a une lutte. C'est pas moi qui l'analyse pour vous, c'est, je vous dis juste ce que j'ai trouvé à l'époque, pas à l'époque, de ce qui se disait à l'époque. Par exemple, dans un journal qui est pro-Jackson, et qui constate qu'en fait, les adversaires électoraux commencent à se dire eux aussi démocrates et eux aussi défenseurs de la démocratie, on lit « Nous protestons contre le fait qu'ils nous volent notre nom. Prenez n'importe quel autre nom sauf démocrate. Le terme démocrate est à nous. Nous n'abdiquerons jamais le nom de démocrate et les principes qu'il désigne. » Bref, c'est une sorte de guerre de cour de récréation. William Harrison, qui finalement va être un adversaire dans les années 40, va commencer à dire, lui aussi, 1840, la chose la plus extraordinaire de cette compétition, c'est une autre course à la présidentielle, la chose la plus extraordinaire de cette compétition est que nous nous battons tous sous la même bannière, tous ici affirment être démocrates. La question est donc de savoir qui a le droit à l'appellation de démocrate. Je vous passe les détails pour la France, mais pour la France, c'est évidemment un petit peu plus compliqué, parce que c'est en France, toujours plus compliqué en France. Mais disons que le pattern général, le processus général est à peu près similaire, avec des différences. Mais en France, c'est vraiment la révolution républicaine de 1848, où là, vous allez avoir un phénomène similaire, où finalement, en 1848, tout le monde est devenu démocrate, en France aussi. Même si dans les années 30, c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui les socialistes ou les pré-socialistes qui se disaient démocrates pour se distinguer des républicains modérés ou conservateurs. En France, il y a d'autres petits détails aussi qui sont importants, parce qu'en France, évidemment, comme vous le savez, après la Révolution française de 1789, il y a eu l'Empire de Napoléon. Napoléon a été battu en 1815. Il y a eu la Restauration. Donc, un nouveau roi, il y a eu un autre roi, etc. Après ça, il y a le fascisme de Vichy. Bon, maintenant, il y a le socialisme. Mais si on reste là, donc, il y a une restauration de la monarchie. Et pendant la nouvelle monarchie française, dans les années 20-30, vous avez même, en fait, à certains moments, l'interdiction d'utiliser publiquement le mot « république », parce que c'est un appel à la sédition, c'est un appel à la révolution. Et donc, dans le cas de la France, vous avez des républicains qui sont un peu coincés parce qu'ils ne savent pas comment s'appeler. Donc là, vous avez des républicains qui commencent à se dire démocrates pour ne pas être poursuivis en justice. Mais clairement, vous allez avoir un jeu un peu similaire, c'est-à-dire que 1848, campagne électorale, tout le monde se dit démocrate. Vous avez même des monarchistes pour une monarchie démocratique. Et puis on arrive dans les années 30, 40, 50 à un renversement complet. Donc vous vous rappelez de Adams, la démocratie est cruelle, tyrannique, sanglante, etc. 1837 en France, 1837 aux États-Unis, maintenant, donc 10 ans après le renversement de sens que Jackson lui a impulsé, maintenant la démocratie est la cause de l'humanité, c'est la cause de la philanthropie, c'est la cause de la chrétienté. La démocratie, c'est la moralité, c'est le code moral de toute vraie philosophie, c'est la perfection de la raison et de la loi de Dieu. En 2 générations. Aucun changement de structure, mais Dieu maintenant, on peut regarder ça et il a dit que c'est bien bon finalement. Et donc, c'est quand même une transformation tout à fait étonnante, un succès extraordinaire, vraiment un renversement fou. Et comme je vous dis, c'est vraiment constaté par les acteurs même de l'époque. Pour la France, vous avez par exemple Auguste Blanqui, qui est un socialiste qui est toujours en prison, qui, de sa prison, à un moment donné, a un texte qui ressemble un peu à ce que j'ai lu d'Harrison, c'est qu'il constate en fait que c'est bizarre, en France, tout le monde est rendu démocrate, et il dit « démocratie est un mot élastique, caoutchouc ». Démocratie est un mot caoutchouc, c'est-à-dire qu'il est étendu à l'ensemble du spectre politique. Est-ce que vous me laissez encore 5 minutes pour le Canada? Oui. Amplement. C'est un grand pays. Je suis désolé, je déborde là, mais je veux juste vous faire le même exercice pour le Canada.
Donc, je ne sais pas si vous avez, j'espère que vous avez suivi un peu la logique. Donc, à travers, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, j'espère que ça vous a à peu près au moins intéressé un peu, qu'à travers l'histoire du mot, évidemment, ce qu'on voit, c'est plein de luttes politiques. On voit évidemment des réflexions qui, je pense, relèvent de la philosophie politique, de l'histoire politique. Et puis, on éclaire aussi des logiques de lutte institutionnelle, de lutte de contrôle du pouvoir. Et évidemment, ce que moi je considère comme étant de la rhétorique ou de la manipulation de l'opinion publique. Et ceci dit, évidemment, en toute... après ça, évidemment, puisqu'on est en période électorale, j'imagine, on va peut-être avoir des discussions sur est-ce qu'il faut voter ou pas voter ou des choses comme ça, mais ce que je vous présente est en toute... sans présumer de qu'est-ce qui est le meilleur régime. Peut-être qu'en fait, c'est bien mieux de voter pour du monde et de faire d'autres choses que de s'occuper de politique et de passer du temps en assemblée à discuter. Hein. C'est peut-être ça qui est le plus agréable. Tout ce que j'essaie de vous montrer, c'est donc, jusqu'à maintenant, c'est pas nécessairement de vous dire il faut que les femmes soient dans des miquiries, que nous, on soit dans des assemblées, etc. C'est peut-être bien mieux que ce soit 125 personnes à l'Assemblée nationale qui décident pour nous. Mais en tout cas, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que c'est quand même bizarre que ça s'appelle une démocratie. Si ça s'appelle une démocratie, c'est, selon ce que moi j'essaie de vous montrer, c'est qu'il y a eu un travail sur les mots, un travail sur le langage, un travail sur le vocabulaire politique, et que l'objectif était enfin de manipuler finalement pour avoir des votes. L'objectif c'était d'avoir des votes, c'était de se faire élire. Et donc c'est un paradoxe. C'est comme l'aristocratie élective qui a commencé à se nommer démocratique ou à se dire, à prétendre défendre la démocratie. Et donc, le Canada. Je vais vous le faire très vite, réellement très vite. Le Canada, c'est différent pour différentes raisons, mais entre autres, comme je l'ai dit, parce qu'il n'y a pas eu de guerre d'indépendance, il n'y a pas eu de révolution, mais aussi c'est que le Canada est un peu, c'est pas en retard dans le sens, il y a un sens de l'histoire, il y a une ponctualité de l'histoire, mais disons qu'il est décalé, c'est plutôt ça, il est décalé dans le temps par rapport aux autres régimes. Et donc, vous avez 1867, je vous passe les patriotes, là, il y a des fois des utilisations du mot démocratie pendant la révolte des patriotes, mais c'est vraiment rare, c'est surtout le mot républicain qui est utilisé à ce moment-là. 1867, comme vous savez, c'est la fondation de ce qu'on appelle le Canada moderne, la Confédération, avec John F. Macdonald, entre autres, qui est le premier ministre du Canada, et Georges-Étienne Cartier aussi, qui est un de ses lieutenants. Et donc, à ce moment-là, donc les pères fondateurs du Canada sont eux aussi antidémocrates, c'est-à-dire qu'eux aussi critiquent la démocratie et disent qu'ils ne veulent pas de démocratie. Mais là, la démocratie dont ils parlent, et on voit en cela à quel point, en fait, les pères fondateurs de ce qu'on appelle la démocratie canadienne étaient encore beaucoup plus conservateurs que ceux dont je viens de vous parler. Eux, c'est même pas Athènes, la démocratie qu'ils ont en tête, c'est les États-Unis. On est en 1867, ça fait 40 ans qu'aux États-Unis, l'élite se dit démocratique, qu'on dit que les États-Unis sont une démocratie. Et donc, pour l'élite canadienne, en 1860-1867, quand on dit démocratie, on ne pense plus à Athènes, on pense au régime républicain des États-Unis. Et donc, quand John F. Macdonald et Georges-Étienne Cartier disent « nous ne voulons pas fonder une démocratie », ils ne font même plus référence à Athènes, c'est quelque chose de beaucoup plus conservateur encore. C'est simplement qu'ils ne veulent pas une république à l'américaine. Et donc, cela dit, vous allez avoir des propos un peu similaires à ce que je vous ai nommé tout à l'heure. John F. Macdonald, donc notre premier ministre, 1867, nous devons avoir, donc il est en train de vanter la fondation du Canada moderne, la Confédération, nous devons avoir un gouvernement fort et solide sous lequel nous pouvons créer une liberté constitutionnelle opposée à la démocratie. Il y aurait d'autres citations du même ordre, il y en a dans le bouquin entre autres. Et donc, la question c'est, donc la même question que j'ai essayé de résoudre, mais comme je vous dis, là, ma recherche a été beaucoup moins systématique, donc j'espère que je ne vous induis pas en erreur, mais ce que je pense avoir trouvé, c'est le moment de basculement où là aussi le mot démocratie change de sens et commence à être appliqué au Canada par son élite elle-même. C'est, dans le cas du Canada, si je ne me suis pas trompé, c'est en fait par un premier ministre conservateur, Robert Borden, et c'est dans un contexte tout à fait particulier, c'est en pleine Première Guerre mondiale.
Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la Première Guerre mondiale? Il se passe, évidemment, c'est une guerre, donc les gens se font massacrer, il y en massacre d'autres. Et en fait, généralement, ça va dans l'autre sens. Il en massacre d'autres, puis après ça, ils se font massacrer. Et en fait, c'est, comme vous le savez, évidemment, la Première Guerre mondiale est une guerre à laquelle a participé le Canada. Et en fait, c'est la plus grosse mobilisation de ressources humaines et matérielles de l'histoire de l'humanité à ce moment-là pour une guerre. Et donc, le Borden, qui a évidemment dû impliquer le Canada dans la guerre, parce que le Canada, à l'époque, est soumis aux décisions de Londres en matière de militaire et de politique étrangère, parce que nous n'avons pas encore totalement notre indépendance à l'époque, cherche des moyens, en fait, de convaincre la population que c'est une guerre, que c'est une bonne guerre, que c'est une guerre intéressante, qu'il faut se mobiliser, qu'il faut, en fait, il veut les convaincre que l'effort de guerre est nécessaire. Et donc, ce que Borden va faire à ce moment-là, c'est qu'il va reprendre un discours de Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, à l'époque, est le président des États-Unis, qui, si vous vous rappelez bien, avait déclaré que l'objectif de la Première Guerre mondiale, du côté de l'Occident, du côté des Alliés, c'était de rendre la planète plus sécuritaire pour la démocratie. Et donc, Borden va commencer lui aussi à dire que dans cette guerre, le Canada est non seulement du côté des démocraties, mais que le Canada est une démocratie et qu'il se bat pour défendre la démocratie contre, évidemment, vous le savez, contre les barbares wisigoths allemands qui mangent des enfants et brûlent les grands-mères, etc., etc. Et donc, pour ça, il faut en fait que la nation canadienne se mobilise, et c'est au nom de la démocratie, c'est parce que nous sommes démocrates que nous nous battons. Puisque vous ne le croyez pas, j'ai une citation de Robert Borden qui dit « Dans cette guerre, la plus grande de toutes les guerres, le Canada marche à la tête des démocraties des deux Amériques. » Et ce discours de la démocratie, de la défense de la démocratie, il va être en fait utilisé aux États-Unis comme par une sorte de stratégie de judo, entre autres par des femmes en 1918, ou des femmes, en fait, qui réclament le droit de vote, parce que les femmes n'ont toujours pas le droit de vote au fédéral, au gouvernement fédéral aux États-Unis, elles l'ont dans quelques États, mais au fédéral, elles n'ont toujours pas le droit de vote. Et donc, des femmes qui sont allées en Angleterre, qui ont vu comment les suffragettes se mobilisaient pour avoir le droit de vote, reviennent aux États-Unis, entre autres Alice Paul, et en août 1918, donc on est presque à la fin de la guerre, elles vont commencer en fait à tenir des vigiles devant la Maison-Blanche où elles vont narguer Wilson en disant « Si on dit qu'on fait la guerre pour la démocratie en Europe, comment ça se fait que 50% de la population aux États-Unis ne vit pas dans la démocratie? Comment ça se fait que 50% de la population n'a pas le droit de vote? » Donc ils vont utiliser la rhétorique, elles vont utiliser la rhétorique de la démocratie contre Wilson dans ce cas-là. Bon, je passe le détail des vigiles, elles se font charger dessus par des militaires qui leur cassent les dents, etc. Mais bon, finalement, elles vont y arriver. Et donc, nous, au Canada, je reviens là-dessus, et j'en ai pour quelques minutes seulement. Donc, au Canada, il y a vraiment la Première Guerre mondiale où il y a un début de transformation. Et là aussi, c'est intéressant parce que, comme dans les deux autres cas, en tout cas, clairement, vous n'avez aucune modification du processus de décision, de l'organigramme constitutionnel, des institutions, etc. Tout ce que vous avez en fait de plus important en 1917, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde que jamais avant au Canada qui sont dans des tranchées en train de se faire tirer dessus et de pourrir des pieds et de se faire manger par des rats. Et donc c'est à ce moment-là que le Canada commencerait à se dire démocratique et à dire que c'est une démocratie, alors que le peuple, si on peut parler comme ça, le démos, n'a absolument pas plus de pouvoir. Mais certainement, pour le Canada, en tout cas dans le discours public, c'est vraiment pendant la guerre froide que va se cristalliser complètement cette idée que nous sommes une démocratie, même si vous vous rappelez de la guerre froide, même si, à l'époque de la guerre froide, ce qui est intéressant, c'est que du côté de l'Union soviétique dit « nous sommes des démocraties populaires ». Les régimes de l'Europe de l'Est s'appellent eux-mêmes des démocraties populaires. C'est la démocratie populaire de Pologne, la démocratie populaire d'Allemagne, etc., etc. Ce sont les démocraties populaires. Donc, ils se revendiquent de la démocratie, mais évidemment, nous n'étions pas dupes
face à ces salles communistes, et nous savions que c'était nous les vrais démocrates. La preuve, déjà à fin des années 40, 1949, dans le journal La Presse, donc pour vous dire que c'est sérieux, on publie une série d'articles qui dit que nous sommes une démocratie alors que Mao est en train de faire des gains, que Pie XII vient de déclarer que le communisme était un motif pour être excommunié, etc., etc. Alors, vous avez par exemple le gouverneur général du Canada, le vicomte Alexander, en 1949, donc c'est le gouverneur général du Canada, le représentant de la reine, du roi à l'époque, qui dit « Le Canada est une grande démocratie », dans la presse, ça, et c'est une des plus grandes démocraties du monde d'aujourd'hui. Donc, vous voyez le paradoxe quand même, c'est le gouverneur général qui dit ça. Quelques jours plus tard, le ministre fédéral de la Justice dit dans la presse, au sujet de la guerre froide, « Il existe, c'est indéniable, une guerre des idées. Il importe donc que le citoyen libre des pays libres et qui croit en un libre exercice d'un certain nombre de libertés se fasse le champion de sa foi démocratique. » Donc, je pense que la démocratie, ça a rapport avec la liberté. Il y a 4 fois le mot libre dans la phrase. Et puis, en 1949, en juillet, vous avez aussi le mois colonial. Donc, c'est une sorte d'exposition comme une sorte de foire de la voiture, mais pour les colonies. Le mois colonial. Et donc, dans la presse, on nous dit en sous-titre, donc le titre, c'est le mois colonial, et en sous-titre, c'est... non, l'article, en fait, il est intitulé, excusez-moi, le titre, c'est Autre grand pas vers l'idéal démocratique. Et on indique dans l'article de presse, il est difficile de rendre l'idéal démocratique accessible à des peuples qui ne l'ont jamais connu, les peuples colonisés donc. Y réussir par des méthodes démocratiques est aussi délicat que de maintenir 2 œufs en équilibre, l'un sur l'autre, mais le mois colonial constitue un pas dans la bonne direction, c'est-à-dire de montrer au peuple colonisé qu'est-ce que la démocratie. Et donc, dans ces 3 cas-là, donc je reviens là-dessus et je conclue avec ça. Donc, dans le cas des États-Unis, clairement, de la France, comme je dis, on pourrait avoir des discussions là, de précision sur ce qui s'est passé vraiment dans les années 1830-40, où il y a eu effectivement un peu plus de groupes qui ont commencé à se dire démocrates, mais tout de même, et dans le cas du Canada, en tout cas, clairement, puis on pourrait faire le même exercice pour l'Allemagne. Dans le bouquin aussi, je traite très rapidement du cas du Sénégal, parce qu'il y a un universitaire américain qui a fait le même exercice pour le Sénégal. Vous êtes donc devant des exemples de régimes qui, disons, d'un point de vue philosophique, historique ou politique, on peut dire, mais là, on aurait évidemment matière à se débattre, en tout cas, selon ma compréhension, ma définition, moi, de la démocratie, nous ne sommes pas devant des régimes démocratiques, ce qu'on a aujourd'hui, mais aussi, si on se fie à ce que j'ai dit, si vous acceptez un peu de suivre mon raisonnement, c'est que non seulement on n'est pas dans des démocraties aujourd'hui, mais que si on les nomme des démocraties, c'est qu'en fait, on est en train de tomber dans le piège même que nous ont posé consciemment, finalement, des aristocrates élus, ou en tout cas qui voulaient se faire élire, et qui, pour se faire élire, ont insisté pour se présenter comme des défenseurs du peuple, et pour se présenter comme des défenseurs du peuple, ce qu'ils ont choisi de faire, c'est de se donner comme nom ou comme bannière le mot démocratie lui-même, et ceci a, je pense, complètement perverti notre conception de la démocratie. Voilà, j'arrête là-dessus. Désolé, j'ai vraiment parlé de trop longtemps. Donc, vous avez donc, vous avez sûrement des... Ben, j'espère, je sais pas, peut-être. Bon, vous voulez prendre du café ou je sais pas, mais en tout cas, on peut évidemment discuter, je peux répondre à des questions, on peut échanger, vous pouvez passer des commentaires, bref, je suis là.